Bonjour. Donc, moi, je suis donc sociologue à l'INRA d'Ivry et donc je me suis impliqué avec Laurent Delière et puis François Delmotte et Didier Merdi-Goulu il y a 2 ans dans l'analyse de cette émergence d'intégration, d'implantation de nouveaux cépages. Donc, Christian Huyghe m'a mis en tête transition dans le monde viticole. Donc c'est intéressant parce que si on revient sur l'idée de la transition, ça renvoie d'une certaine façon au passage des sociétés socialistes au tournant des années 90 vers le libéralisme. Et donc on est un petit peu dans une situation qui n'est pas si éloignée, dans le sens où il ne s'agit pas forcément de changer radicalement la donne, mais dans un contexte, un système socio-économique qui est basé sur l'image de marques traditionnelles, qualitatives, d'une variété, d'un système de pratiques, eh bien, introduire une nouveauté comme celle qui s'annonce, ça induit quand même un changement de système de valeurs assez notoire. Et donc ça pose la question de se poser la question du système qui encadre la vigne, qui est assez prégnant. Et donc il y a à la fois une régulation politique des droits de plantation. On ne peut pas planter n'importe quel cépage. Il y a une régulation scientifique qui encadre l'évaluation de ces cépages par un processus assez long. Il y a une régulation professionnelle qui, pour construire des marques professionnelles collectives fortes sur les marchés, mais qui du coup sait donner des critères qualitatifs et d'évolution des cahiers des charges assez solides. Une régulation technique en référence aux pratiques, puisqu'on fait toujours référence au terroir, et donc il faut avoir des pratiques qui soient finalement ancrées dans une histoire de la viticulture dans chaque territoire, et une régulation commerciale, puisque finalement le cépage, c'est aussi une marque commerciale au-delà des AOP. Donc, en plus de ça, donc, il faut tenir compte du temps de cycle assez long de l'innovation variétale. Donc, 15 ans pour créer la variété et l'inscrire, 6 ans pour être disponible après validation de critères sanitaires, donc 3 ans de prémultiplication et 3 ans de multiplication, et ensuite 3 ans pour produire du vin. Donc, entre le moment où on se dit on va changer la donne, et le moment où ça produit du vin dans une exploitation, il y a 24 ans. Alors, ces 24 ans peuvent être réduits. Maintenant, il y a un travail pour essayer d'imbriquer, d'avancer. Mais enfin, il faut quand même se rappeler qu'on est quand même sur des temps de cycle extrêmement longs. Et c'est pour ça que, je veux dire, je vais y venir, il y a encore 5 ans, ce n'était pas quelque chose qui était réfléchi. Donc en zone nord, on est en monocépage, donc le cépage est structurant, on ne va pas comme ça changer du jour au lendemain de cépage, et même progressivement, ça implique de prendre un risque majeur. Et en zone sud, même si on pourrait considérer qu'il y a des variétés secondaires qu'on peut intégrer, là on se heurte au fait que l'intégration dans un cahier des charges, ça prend 10 ans. Donc là encore, c'est 10 ans qu'il faut rajouter aux 24 ans. Donc, pardon ? Les 10 ans peuvent démarrer avant la fin des 24 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... de jouer quand même la longueur maximale. Ok, mais souvent, c'est des viticulteurs qui ont des cépages et qui en parlent et qui commencent à se dire, tiens, on pourrait l'intégrer au cahier des charges. Alors, ceci dit, il y a quand même... Le système est en train d'évoluer, de changer son approche. Et ça a commencé à se faire dès les années 2005-2007, suite à la crise viticole, où là, il y avait un enjeu économique de se dire est-ce qu'on pourrait proposer un modèle productif, finalement, qui soit moins consommateur d'intrants et surtout moins coûteux pour le viticulteur. Donc un enjeu productif dans le sens où il y a un viticulteur pionnier, un peu pilote, qui a exploré justement, qui a poussé un peu le curseur au maximum de cette recherche de diminution des coûts
hein, et qui, d'une certaine façon, va initier une réflexion sur la possibilité d'expérimentation par les viticulteurs. Et puis un enjeu qualitatif où une unité expérimentale, donc les personnes sont là, travaillant pour l'interprofession sur le marché des vins peu alcoolisés, démontre la bonne qualité gustative de croissements hybrides utilisés. Alors il faut savoir que les hybrides, il y avait 50% d'hybrides dans la sole française en 1955. Hein, donc, je veux dire, aujourd'hui, il y en a 3%. Et ça correspond à la montée qualitative des vins, à la montée des AOC, à l'affirmation de la politique AOC, et en fait, au recentrage sur des grandes zones viticoles, hein, qui étaient capables de se spécialiser, de faire du vin qui soit commercialisable avec des bons niveaux de production, de qualitatif. Et donc, l'image hybride, c'est un vin de mauvaise qualité. Donc, il y a tout un enjeu de dire, de montrer, de démontrer, hein, qu'il y a une possibilité de faire du vin qualitatif avec des hybrides, mais ce n'est pas pour autant qu'on pourra rapidement remplacer les grands cépages emblématiques. Donc il y a un engouement en revanche extrêmement fort à partir de 2014-2015 qui là a des raisons beaucoup plus sociétales et moins productives. Donc la première, c'est effectivement l'arrêté école qui va créer un mini-traumatisme, hein, en tout cas dans la région aquitaine, enfin bordelaise, hein, mais globalement qui va interpeller la profession au sens large sur finalement la proximité, sachant que effectivement il y a une imbrication croissante des habitats dans des zones viticoles. Il y a un enjeu sanitaire qui est tout aussi important, qui émerge à peu près à la même époque, puisqu'il y a une interpellation de l'Institut de veille sanitaire par une ancienne travailleuse de la vigne dont le frère est mort d'un cancer, toujours en Gironde. Et là encore, ça alerte sur les risques sanitaires et ça crée aussi des problématiques d'employeurs, c'est-à-dire que de plus en plus des employeurs peuvent être interpellés sur la sécurité de leurs travailleurs. Et il y a un enjeu réglementaire, puisqu'effectivement, de façon récurrente, le programme Ecophyto rappelle que l'enjeu, c'est de réduire les fongicides de façon importante, chose qui n'a pas vraiment pu être faite jusqu'à présent, enfin, sauf dans certaines exploitations pilotes en vigne, même si se développe de plus en plus une viticulture raisonnée, et où globalement les gens cherchent à réduire, mais pas dans les proportions attendues par le programme. Donc les causes, le moteur de changement finalement de ce passage d'un système à un autre, il est en marche, hein, et il est lié à des causes multiples, même si ça va prendre un peu de temps. Et donc, conditions de production, pression du voisinage, diversification de la commercialisation du vin, attente croissante des consommateurs de vin sans ou avec peu de pesticides. Donc une contradiction entre système de production et système de valeur, entre changer ses variétés pour baisser ses intrants au risque de changer la typicité des vins, ou conserver ses cépages emblématiques mais au risque de paraître rétrograde en traitant. Et donc, la force de la promesse est en fait proportionnelle à l'incertitude et à l'inquiétude concernant l'avenir. Ceci est valable pas forcément pour le cognac, mais pour les multiples petites AOC qui ont du mal à vivre de leur exploitation. Expérimenter, ça va générer une démultiplication de l'expérimentation actuellement, qui se fait soit de façon institutionnelle, soit aux marges. Alors globalement, je vais lister un peu les enjeux en citant à chaque fois le verbatim que je trouvais intéressant. Donc là, on a ce que je rappelais, c'est-à-dire des gens qui, en Languedoc, qui se posent la question finalement de produire autrement. Et donc là, l'enjeu, c'est, Didier Merdigoulu l'a rappelé, c'est des variétés qui ont beaucoup plus de rendement. Donc, je parle des variétés hybrides. Donc, je veux dire, faire du rendement
Donc c'est bien sûr des gens qui ne sont pas en AOC, hein, et donc faire du rendement et à bas coût, c'est intéressant, et c'est intéressant aussi pour les AOC, parce qu'ils se disent je diversifie ma gamme. Hein. Donc ça, c'est, je dirais, d'une certaine façon, alors que les vins sans IG représentent une proportion infime actuellement, l'arrivée des cépages résistants risque de changer un peu la donne avec une augmentation, si ça marche, assez notable de gens qui vont diversifier leur exploitation, même s'ils sont en AOC. Sécuriser la production, donc ça c'est un élément important. C'est d'ailleurs à la base du programme Cognac. Hein. Je veux dire, j'avais discuté avec le technicien et il m'avait dit, en fait, j'étais venu voir Alain Bouquet en 1999 parce qu'on avait eu des attaques importantes et on n'arrivait pas forcément à résoudre. Donc là, c'est pas lui qui parle, c'est un viticulteur bio. Hein, disons qui finalement n'a pas pu sauver sa production en dépit d'un nombre de traitements importants. Et je veux dire, il faut trouver une solution. Et donc lui, il a planté du muscaris, qui est une variété qui a un avis favorable du CTPS et de France Agrimaire, donc qui a des chances d'être inscrite si le décret, quand le décret sortira. Donc voilà, c'est premier enjeu productif. Deuxième enjeu, minimiser les risques sanitaires. Alors pour les riverains, oui, alors j'ai anticipé. Bon, pour les riverains, je veux dire de plus en plus, c'est ce que je disais. Hein, là, j'ai fait un petit tour de France et de façon récurrente, les gens me disent j'ai un souci avec les parcelles à proximité d'habitat ou d'écoles. Et finalement, les cépages hybrides, ça va être la solution pour maintenir la vigne dans ces zones-là. Et alors là, je veux dire quelque chose qui était quand même beaucoup plus revenu, c'était le risque juridique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant. Et d'ailleurs, les fabricants maintenant, pour se prémunir, considèrent qu'il faut mettre une combinaison, mais chose qui est quasiment impossible à faire dans les vignes. Donc, je veux dire, ça risque de retomber sur la tête de l'exploitant. Et donc ça leur suscite, ça suscite pas mal d'inquiétudes. Donc expérimenter pour se développer, donc là c'est ce que je disais, il y a l'idée quand même de maintenir les territoires viticoles. Hein, il y a des territoires qui sont très fragilisés en dehors des grandes zones d'appellation. Et donc là à peu près, un grand nombre d'appellations, j'ai pu constater, c'est principalement le sud-ouest, hein, que je connais mieux, mais ça, à mon avis, ça concerne d'autres zones. Hein. Actuellement, le Beaujolais, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup d'arrachage. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on maintient un aménagement du territoire et donc un développement touristique et aussi un développement économique en maintenant une activité économique sur le territoire. Et donc, les cépages résistants peuvent être une solution. Et puis... là, ça répond un peu à la question de la valorisation. Je dirais majoritairement, les gens sont en train de se poser la question d'avoir une marque vin. Alors, on ne sait pas comment, ils ne pourront pas dire sans pesticides, mais à pesticides réduits, ou des coopératives qui développent une charte environnementale qui veulent avoir un marqueur. Donc, ça va constituer 5%. Alors bon, tout ça, on est dans un univers où dès que, je veux dire, l'offre sera là et que l'encadrement réglementaire l'autorisera, il va y avoir des expérimentations un peu partout, mais à proportion assez réduite au départ, puisqu'il s'agira effectivement de tester le marché, hein, avant de tester les résistances. Même si tester les résistances, c'est important. Donc des inquiétudes récurrentes. Alors, sur l'acceptabilité des produits, donc ça encourage à démultiplier les démarches de dégustation à tous les niveaux. Donc,
et sur l'acceptabilité du caractère hybride des cépages qui, pour un certain nombre de gens, restent confondus avec la technologie OGM. Donc je rappelle que les hybrides, c'est des croisements par bouturage, enfin, je veux dire, assez traditionnels. Et donc ça n'a rien à voir avec les OGM. Et puis, sur la résistance aux maladies, il y a quand même un besoin de prudence parce que les gens citent le modèle des pommes où des résistances existent depuis longtemps et qu'on est quand même obligé de beaucoup traiter. Alors, je voulais juste faire un petit rappel sur ce qui s'est passé en Allemagne, puisque l'Allemagne, en fait, les cépages existent depuis 40 ans. Bon, les cépages existent depuis 40 ans, mais ça reste quand même confidentiel comme développement, excepté pour le Regent, qui est ici et qui a connu entre on va dire, 90 et 2005 un développement très fort. Mais ce développement, il s'explique aussi parce que c'est le développement des vins rouges très colorés qui étaient en proportion très réduite jusqu'à présent. Et donc, on a un effet de mode en Allemagne qui se développe. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, en 2005, les Allemands vont faire un peu le forcing pour que ce Regent soit inscrit en qualité de wine, c'est-à-dire qu'il puisse justement avoir un débouché en AOC allemande, enfin AOP allemande, excusez-moi. Donc en fait, on a vraiment un effet d'entraînement qui est induit et un certain nombre de coopératives s'étaient impliquées dedans. Mais en fait, c'est un développement qui a été un peu trop rapide d'une certaine manière, puisque en fait, déjà assez rapidement, il y a eu un contournement des résistances, puisque en fait, il n'y a pas eu vraiment d'encadrement des traitements au départ. Donc en fait, de 0 traitement, on est passé en une petite dizaine d'années à entre 3 et 5 traitements, donc ce qui fait quand même beaucoup. Et puis, ça reste des cépages qui sont difficiles à commercialiser, puisque, je veux dire, il y a un problème de nom, hein, d'ailleurs, qui a un peu une problématique aussi réglementaire. Hein, c'est une des raisons pour laquelle ces obtenteurs italiens ont cherché à reprendre des grands noms de cépages français et internationaux, puisque la dimension de notoriété est importante quand on cherche à introduire une nouveauté. Et puis bon, de toute façon, globalement, le marché reste ancré sur des cépages traditionnels. Donc il y a tout un travail, je veux dire, de dégustation, de conviction à faire. Et sachant que ceux qui commercialisent en Allemagne les cépages, je veux dire, sont des vignerons récoltants. Donc ils commercialisent eux-mêmes le vin, soit en bouteille, soit à des réseaux de cavistes. Mais en tout cas, ils cherchent à le promouvoir par eux-mêmes. Donc en fait, il y a quand même des aspects de valorisation qui émergent. Donc c'est effectivement, alors là, c'est de faire du jus de raisin bio, mais enfin, on va dire que c'est pas très forcément intéressant pour une production de vin. Mais je veux dire, c'est l'idée qu'ils vont chercher à diversifier à s'adapter un peu aux situations en fonction du vin qu'ils auront obtenu. Et puis surtout, il va y avoir un travail sur effectivement les effets de mode, la diversification de profils pour coller un peu au mode, sachant qu'on est quand même en Allemagne et je veux dire, c'est quand même une zone qui a subi énormément d'effets de mode depuis une quinzaine d'années. Et donc là, c'est des vins muscatés ou aromatiques, etc. Donc il y a tout un travail. Donc je vais terminer. Oui. Donc les logiques d'innovation, là je les applique rapidement, hein, parce qu'on retrouve un peu le... Donc il y a les expérimentateurs, c'est le plus grand nombre de personnes qui existent, hein, qui sont dans une logique individuelle ou collective, mais qui... Donc il y a des logiques d'entrepreneurs qui prônent un libéralisme économique par rapport au système en place. Et puis la logique de compétiteurs qui sont finalement en phase avec un marché mondial. Et donc ce sont eux qui sont les plus demandeurs, notamment qu'on reprenne les noms des cépages
traditionnelle et donc une dialectique un peu entre bien commun et bien privé selon les structures qui s'impliquent dans l'expérimentation. Et tout ceci pour gérer à la fois trois grands types de risques. Enfin, moi, je veux dire, il y a le risque de contournement des résistances, il y a le risque œnologique d'élaboration du vin, parce que c'est tout un enjeu, et il y a le risque commercial de développer une marque ou une typicité inconnue. Et donc, on en arrive à l'Observatoire des cépages résistants, qui doit aussi intégrer une composante sur les pratiques et la manière dont les vins seront valorisés. Voilà.